Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler du OnePlus 6T, qui donc est le dernier né de chez OnePlus et qui améliore un petit peu le OnePlus 6, qui d'ailleurs, j'ai pas été indifférent à ces améliorations. Et donc, en attendant le OnePlus 7, eh bien, vous avez encore la possibilité d'utiliser le OnePlus 6T. Donc, ce qui fait qu'il y a eu quelques petites améliorations. Déjà, vous avez le lecteur d'empreintes qui passe maintenant sous l'écran. Vous avez la caméra qui a eu quelques petites améliorations logicielles, bon rien de spécial en soi. Vous avez une batterie de 3700 mAh, disparition de la prise jack. L'encoche maintenant c'est une encoche goutte d'eau, donc ce qui fait que forcément elle est un petit peu mieux optimisée en termes d'espace. Et ce qui fait que ces petits changements, et notamment le lecteur d'empreintes, m'ont fait, alors il y a le lecteur d'empreintes et la batterie, m'ont fait beaucoup plus apprécier le téléphone que le OnePlus 6. Donc justement, je vais pouvoir expliquer tout ça. Mais ce qui fait que ce sont des petites choses qui sont toutes bêtes, mais qui fait que l'expérience utilisateur est quand même plutôt bien transformée, beaucoup plus agréable. Ce qui fait que, bon, même s'il a perdu le jack, et malheureusement, ce qui fait qu'on doit se faire avec un adaptateur pour pouvoir l'utiliser correctement, et bien au-delà de ça, le reste de l'expérience est quand même beaucoup mieux. Rien que le fait d'avoir le lecteur d'empreintes devant, sous l'écran, ça fait un côté un peu plus premium et un peu plus agréable. Parce qu'en plus de ça, il est bien optimisé, donc ça c'est une bonne chose, ce que je montrerai bien évidemment en test. Après, fondamentalement, c'est à peu près le même téléphone. On a la même partie hardware, donc c'est-à-dire que, alors, petite chose, mais on a plus de 64 Go, mais on a toujours 128 Go de stockage, du dual SIM, 6 Go de RAM, vous avez les mêmes caméras à l'arrière, ça on en reparlera, la même caméra à l'avant, vous avez donc toujours l'USB-C avec toujours cette recharge rapide qui est la Dash Charge. Maintenant, alors je sais qu'ils ont changé de nom, mais je sais plus lequel. On n'a pas droit à la Warp Charge qui malheureusement est uniquement pour la version édition McLaren, ce qui fait que elle, je ne l'ai pas. Mais vous avez ça, vous avez sinon après c'est la même chose, c'est le même design, c'est que des petites améliorations par-ci par-là qui vont permettre d'améliorer un petit peu l'expérience, que ce soit visuel ou au quotidien. Donc ça c'est des choses et ça on va en parler tout de suite. Il est vendu normalement, si je dis pas de bêtises, 570 € pour la version 128 Go que j'ai ici. Vous avez la version plus chère qui est donc en 256 Go et vous avez la version McLaren avec notamment cette expérience McLaren. Vous avez ce design aussi un petit peu plus particulier qui reprend la couleur orange de McLaren et la recharge un peu plus rapide. Même si ça n'atteint pas Oppo, ça s'améliore beaucoup. Au niveau du design, il n'y a pas grand chose qui a changé. En effet, c'est surtout, et comme vous allez le voir déjà, l'encoche goutte d'eau qu'on avait vu avec le Oppo RX17 Pro et aussi un menton qui est un petit peu plus fin. Puisque maintenant on est passé de 6.3 à 6.4 pouces, ils ont un petit peu plus optimisé au niveau des bords. Au niveau du dos, on a quelque chose qui a changé réellement, c'est le lecteur d'empreintes qui est au dos qui n'y est plus, alors qu'il était sur le OnePlus 5, disparu sur le OnePlus 5T, apparu ici, et maintenant il est sous l'écran, et donc on peut voir il est bien réactif, donc ça c'est une bonne chose. Et ce qui fait que ça lui donne un design un petit peu plus joli, parce qu'en effet, je trouve qu'il a un côté beaucoup plus sobre et agréable, ça a l'air tout bête, mais le fait qu'il n'y soit plus, ça a un intérêt, je trouve assez intéressant, justement par rapport à ça en fait, c'est que c'est un peu plus design à mon sens, ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais c'est le cas, et je le trouve plus joli, parce que là il a un réel côté sobre, qu'on avait moins en tout cas avec le lecteur d'empreintes au dos, à mon sens. Et ce qui fait que ça a vraiment fait un tilt. Sur les côtés, on a toujours la même chose avec le bouton power, le slider pour passer en mode silencieux vibreur ou sonnerie que je n'ai jamais eu l'utilité personnellement, mais ça c'est plus pour les utilisateurs d'iPhone qui trouvent ça intéressant, et je pense que c'est un petit peu le but aussi. Vous avez le micro secondaire, vous avez ici le bouton volume, vous avez d'ailleurs ici donc la partie pour le dual SIM qui est ici, vous avez l'antenne qui est ici et ensuite ici, donc par exemple là c'est pas très symétrique, enfin vous l'avez ici, ici et ici, donc c'est un petit peu bizarre parce que là on en a deux, ici qu'une, donc c'est un peu particulier. On a les deux antennes ici, le haut-parleur ici c'est le micro avec le port micro, enfin le port USB-C plutôt.
Et donc, ce qui fait qu'on a fait un peu le tour du design. Donc, ce qui fait que, en soi, le design a, comme je l'ai dit, pas vraiment changé. On a eu cette petite différence. On a la partie encoche goutte d'eau. Par contre, l'écran a toujours cette différence de couleur entre le bord et l'intérieur. Donc, ce qui fait que c'est un peu dommage. Et on peut le voir surtout ici. Donc, ce qui fait que c'est tout bête, mais maintenant qu'on est sur du borderless, et surtout sachant qu'on a une encoche, alors en plus de ça, on a un film de protection, mais ce qui fait que ça se voit et ça tue un peu plus le côté encoche, et ça le fait remarquer beaucoup plus, ce que je trouve dommage. En plus de ça, le film de protection n'est pas terrible. Mais au moins il est présent, surtout avec un lecteur d'empreintes sous l'écran, c'est quand même agréable qu'ils y aient pensé, et ce qui fait que ça permet de ne pas poser de problème. En soi, la disparition aussi du jack, je ne sais pas si vraiment il ne pouvait pas faire autrement ou si c'est plus simple pour eux en termes de conception, mais ça a permis la batterie de 3700 mAh. Après, la prise en main est à peu près est la même d'ailleurs, et ce qui fait qu'on a aussi l'écran qui ressort avec cette petite partie en plastique qui ressort, ce que je trouve pas forcément très joli, mais après on a quand même un rapport qualité-prix. On a le même châssis que Oppo, même si ça ressort un petit peu plus que le RX17, ce que je trouve un petit peu dommage. Bon, ça, après, c'est plus des petits détails qu'on voit plus ou moins. Ça ressort pas autant que le Pocophone est encore heureux. Ce qui fait qu'il n'y aura pas de gros soucis là-dessus. Globalement, bah voilà. Ce qui fait qu'en termes de design, je vais pas trop en parler, mais on a quelque chose qui tient plutôt bien en main. On a quelque chose qui a été amélioré en termes de design par rapport au OnePlus 5, que je trouvais vraiment pas bon parce que trop fin sur les côtés. Ici, on a quelque chose d'agréable. Donc ça, c'est une première chose. Le design plus sobre est aussi agréable. L'encoche goutte d'eau par rapport au OnePlus 6 apporte un réel plus niveau design, niveau visuel, parce que moi qui ai déjà du mal avec les encoches, mais le côté goutte d'eau est beaucoup plus joli, il me nique un peu moins les yeux, j'ai envie de dire, ce qui fait que bah, c'est déjà plus agréable parce que il est beau à regarder, entre guillemets, pour une encoche, il est plutôt petit et c'est déjà agréable. Mais comme le RX10 Pro, je bouffe mes mots, c'est incroyable, le petit souci c'est que forcément ça reste quand même présent, et en plus de ça on a ce côté un petit peu, alors après je l'ai peut-être moins que le RX7 Pro, mais ce côté-là, ça donne presque envie que l'image se casse en deux pour repartir, mais ce qui fait que c'est un peu particulier. Par contre, ce qui est bien par rapport au RX17 Pro, c'est que nous avons, et s'il te plaît, laisse-la l'unité comme ça, les notifications, et on peut aller loin, même si je pense qu'on peut en rajouter un petit peu plus, mais ça j'en parlera plus dans la surcouche. En soi, ce qui fait que c'est quand même agréable, ce qui fait qu'on a quand même quelque chose qui est un petit peu mieux, même si ça reprend à peu près la même chose, mais ceux qui n'ont pas pris le OnePlus 6, et qui ont un OnePlus un petit peu ancien et qui veulent changer, bah, en tout cas, ce qui fait que je trouve déjà celui-là un petit peu mieux là-dessus. En plus de ça, l'autre chose un petit peu subtile, une petite astuce, alors je pense que tout le monde va prendre, c'est que l'haut-parleur pour les appels, donc il y a un peu de poussière, et bien en fait fait la même taille que l'encoche. En fait, elle démarre exactement là où l'encoche goutte d'eau passe, et ce qui fait que c'est très discret, on la remarque presque pas. Et ça, par contre, c'est un peu plus subtil, parce que de face, on la voit presque pas, parce que en fait, on la met en lien avec l'encoche et ça se voit pas. C'est très bizarre. C'est presque un trompe-l'œil, j'ai envie de dire, mais ce qui fait que ça marche super bien. Après, en soi, les bords sont plutôt bons. Après, j'ai pas grand-chose à dire de plus, parce que les grosses critiques que j'avais, c'était surtout sur l'ancien OnePlus. Mais là, en tout cas, elles y sont pas, en tout cas, sur le design, parce que l'encoche était vraiment dégueulasse sur le OnePlus 6, et ça, je le maintiens. Mais là, le fait qu'on ait le lecteur d'empreintes sous l'écran, donc ce qui fait qu'on a un dos plus sobre, est déjà plus agréable visuellement, et le côté goutte d'eau est aussi plus agréable. Mais après, en soi, c'est la même chose, donc on va pouvoir passer à la suite. Au niveau de la surcouche, on est toujours sur du Oxygen OS, donc ce qui fait que ça n'a pas changé. On est sur du Android 9, que a aussi le OnePlus 6, et ça c'est logique. Et d'ailleurs, en petit contributeur, je fais un petit coucou à Vito, qui est juste ici, donc on peut le voir ici, et donc qui a pu me passer le téléphone, qui a pu me mettre en lien d'ailleurs, donc je le remercie. Et ce qui fait que forcément, bah, on a donc toutes les nouveautés logicielles, plus Oxygen OS. Alors, dans les premières choses que je voulais parler, c'était justement au niveau des notifications. Je suis sûr qu'on peut en ajouter une supplémentaire, parce que je crois que là, on peut pas en afficher plus de toute façon. Et ce qui fait que ça aurait été un petit peu mieux. Alors après, est-ce que c'est une histoire de design? Je ne sais pas. Mais néanmoins, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il y a un petit espace vide qu'on pourrait combler avec une notification supplémentaire. Oui, je fais chier avec mes notifications, néanmoins, moi, ça m'est très utile pour voir dans la journée ces petites choses. En soi, après, Oxygène n'a pas énormément changé. Il y a une petite chose que je n'avais pas vue, en tout cas sur le Pixel, c'est que quand il y a une petite pop-up d'ailleurs qui arrive, au niveau des notifications, ensuite elle se réduit pour se mettre dans la barre de notification. On m'a fait la remarque que c'était sur le Pixel, mais en tout cas, je ne me rappelle pas qu'elle y était dès le départ. Donc peut-être que des mises à jour l'ont ajouté, mais moi, je m'en souviens pas.
En soi, après, on est toujours sur un smartphone qui est réactif en termes de mise à jour, donc il n'y a pas de souci là-dessus. On est sur, ce qui est bien en fait, c'est on est sur un Android pur plus. Plus dans le sens où ça va montrer quelques petites options supplémentaires, ce qui est agréable. Ici d'ailleurs, vous avez le choix, alors on va le montrer après, mais au niveau de la barre de navigation, on a plusieurs choix. C'est d'ailleurs un petit peu plus de design, je trouve. Il y a eu quelques petites modifications au niveau du design que j'apprécie un peu plus. Ce qui fait que ça rend la surcouche un peu plus jolie. Et notamment là, j'ai fait un petit thème rouge, ce qui fait que j'aime beaucoup. Je trouve ça assez joli. Donc on a le mode nocturne qui est présent, donc qu'on peut activer, qu'on a bien sûr évidemment aussi chez Google, mais ici c'est montré différemment. Le côté lecture qui va être un petit peu différent, et le côté lecture peut être, alors ici, ça va être noir et blanc. Donc, ce qui fait que c'est bien notifié différemment. Le mode nocturne, ça va être un côté jauni, le mode lecture, un côté noir. Le calibrage de l'écran, vous pouvez faire par défaut, sRGB, DCP3, mode adaptatif, donc qui va s'adapter à l'environnement, ou le faire soi-même en termes de température. Alors après, il parle juste de température, mais il y a un petit peu plus que ça. L'affichage plein écran pour des applications qui ne seraient pas compatibles, vous pouvez les forcer. Vous avez un affichage ambiant, donc le côté en fait justement hop là en fait quand vous allez avoir l'écran éteint ce que ça va donner, donc ça c'est le côté logique, analogique ou numérique, voilà, bon, on a plusieurs possibilités. On peut afficher des messages, on peut réveiller le téléphone dès qu'on a une nouvelle notification. Donc voilà, on a un thème, le thème lumineux, sombre ou en couleur, donc on a plusieurs choix. Couleur d'accentuation, donc voilà, c'est ce que j'ai choisi. La police, donc on peut choisir, moi j'ai bien sûr choisi celle de chez OnePlus. On peut choisir aussi la densité d'affichage, la barre d'état, donc avec le pourcentage de batterie qu'on peut afficher, mais en fait le truc c'est qu'elle prend beaucoup de place, donc ça c'est un petit peu dommage. Et par exemple ici, tiens d'ailleurs pourquoi elle n'est pas affichée? Mais en fait, vous avez la vitesse de réseau qui ne s'affiche pas, je ne sais plus pourquoi. Si je fais ça, ça fait quoi? Non. Alors normalement, en fait, vous voyez, ici, c'est le genre de choses. C'est-à-dire que la barre de réseau, moi, qui m'est très utile quand je suis connecté, donc normalement, pour la partie réseau, donc ce qui fait que ça me permet de voir la vitesse à laquelle je télécharge, et bien ici, elle ne s'affiche pas. Alors pourtant, elle est bien affichée ici. Alors qu'en fait, c'est simplement qu'il y a, en fait, comme je n'ai plus la SIM dedans, donc il y a 5 notifications, il n'affiche plus rien. Donc ce qui fait que si j'ai du NFC ou quoi, d'ailleurs, si j'affiche le NFC, qu'est-ce qu'il me dit? Vous voyez, il ne l'affiche pas. Alors pourtant, je l'ai bien activé ici. Donc c'est ce genre de choses, quand je disais que il y a un trou et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas mettre, c'est typiquement ce genre de choses. On peut afficher donc toutes les... D'ailleurs, justement, pour pouvoir les afficher, si là, par exemple, je veux les afficher, qu'est-ce que je peux mettre? Point d'accès mobile Bluetooth, ne pas déranger. Hop, non, c'est pas ça, c'est le volume, voilà. Et comme j'ai enlevé le volume, eh bien, on peut afficher maintenant le réseau. C'est tout bête, mais c'est quelque chose qui a un impact néanmoins dans l'expérience utilisateur. Si jamais on m'écoute et qu'on trouve ça pertinent, eh bien voici. Le son, donc nous avons ici mode écouteur, donc la lecture automatique dès qu'on va mettre des écouteurs. Vous avez un égaliseur, je ne l'ai pas encore testé au moment j'en parlerai dans la partie audio, pour ça, puisque je le fais en 2 fois. Voilà, vous avez des petites choses. Vous avez aussi les boutons et les gestes, donc le curseur d'ALED, vous pouvez choisir donc silencieux, vibration ou sonnerie. Donc comme je l'ai dit, ça a des choses, après on peut un petit peu les modifier. Si on met en silencieux, ça va éteindre les médias aussi. Donc si l'alarme, voilà, c'est les petites choses qu'on peut modifier ou non, mais globalement ça permet de voir un petit peu ce qui est possible ou non. Donc ce qui fait que ça va vraiment être sympathique. Alors visuellement c'est sympathique, mais après je vous avoue que je ne l'utilise jamais. Parce que je n'ai pas cette utilité de changer tout le temps. Donc, activation rapide de l'application assistance. Donc, si on fait pendant 0,5 secondes, voilà, donc c'est le Google Assistant tout simplement. Donc, vous pouvez l'appeler comme ça. La batterie, donc là c'est assez simple, hein, on a la même chose avec la batterie adaptative qui est activée. Vous pouvez, voilà, vous avez l'optimisation. Donc ça c'est typiquement Google, il n'y a pas de choses supplémentaires qui ont été affichées. On peut voir en tout cas que les animations sont très bien, en fait, elles sont super fluides. Voilà, c'est des petites choses en fait qu'ils ont travaillé en plus, alors qui peuvent venir aussi de chez Google, mais qui fait que c'est aussi plus agréable. Le lecteur d'empreintes qui est ici, alors comme je vous l'ai montré, il marche très bien, la reconnaissance faciale aussi, donc pas de souci là-dessus. Vous avez Smart Lock qui est présent, donc ça c'est tout à fait normal.
Les comptes, ça, on s'en fout. L'utilitaire, donc là, le mode en jeu. Donc ça va être un mode qui va un peu optimiser les applications. Donc ça va vider la RAM, etc. pour que ça marche au mieux. Vous pouvez aussi bloquer les notifications. Vous pouvez aussi répondre aux appels via le haut-parleur. Notifications pour des appels tierces. Désactiver la luminosité automatique. L'optimisation de réseau. Donc ce qui fait que, en gros, ça va être le jeu qui va être en priorité là-dessus. Donc ça va être des petites choses comme ça qui vont permettre d'optimiser. Donc par exemple, pour PUBG, vous pouvez ne plus être emmerdé par les gens qui vous appellent, par les notifications, vous allez juste jouer sans problème. Le lancement rapide, donc ça va être paiement. Donc continuez d'appuyer sur le doigt après le déverrouillage pour voir le panneau de lancement rapide. Donc ça va être en gros ça. Alors, si on fait, hop, si on reste appuyé, et voilà, d'accord. Donc ce qui fait que ça va être des choses qu'on peut lancer rapidement. Donc voilà, nouvel événement, ma bibliothèque, une nouvelle note, recherche vocale. Voilà, ça va être des petites choses qu'on peut faire. Donc, hop. Voilà, ça va être des petites choses. Migration OnePlus, donc ça c'est le OnePlus Switch. Vous prenez l'application, ça va faire ça et ça fait même ça sur l'autre téléphone. C'est assez sympathique, c'est assez marrant et c'est assez joli. Bon, après c'est basique. Laboratoire OnePlus, donc là c'est Smart Boost. Selon la langue que vous utilisez, Smart Boost tirera complètement parti de la grande mémoire RAM des téléphones OnePlus, ce qui permettra d'exploiter les performances de chargement d'applications et de jeux. Donc elle est activée, donc ça permet de voir et pour ceux qui veulent tester, vous pouvez faire un retour si ça marche bien ou non. Voilà, dans les petites choses, après, vous n'avez pas de choses supplémentaires. Et ce qui fait que ça reste simple. Et voilà, par exemple, une autre chose aussi qui vient de chez Oppo, c'est l'activation du stockage OTG. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voulez mettre une clé USB ici, il faudra l'activer d'abord ici. Donc c'est des petites choses comme ça. En soi, après, c'est plutôt simple. On va montrer rapidement l'application photo, qui elle n'a pas changé. Vous avez les différents modes ici. Vous avez ici Never Settle, les mémos et toutes les petites choses un petit peu particulières. En fait, un panneau... on peut en voir plein de choses, les applications récentes, contacts récents, infos pratiques, les cartes de membres, toutes vos cartes, bon voilà. Vous avez ensuite, alors que je regarde, vous avez ici le forum auquel vous pouvez accéder. Donc si jamais vous voulez tout simplement être, et bien voilà. Par contre, il faut choisir la langue. Vous avez ensuite aussi... Alors, il n'y a pas forcément beaucoup d'applications, c'est ça qui est bien. Donc là, l'enregistreur, bon, ok, classique. La galerie toute simple mais efficace, c'est plutôt design. Même si elle est simple, elle reste design. Donc ça, c'est la petite chose sympathique. Voilà, elle est complète, on peut bien zoomer dedans. Un gestionnaire de fichiers, qui est pareil, assez design, assez joli, tout en restant assez simple. Et en gardant le côté Google. Vous avez Google Pay qui est dedans aussi, même si pour l'instant, on n'a aucune banque compatible, et ça, c'est très chiant. OnePlus Switch, les notes. Ensuite, vous avez bien sûr les applications Google qui sont présentes. SMS, MMS, logique. Téléchargement, voilà, téléphone, voilà. Après, c'est assez basique, et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'applications. Donc ça, ce qui fait que c'est plutôt bien. Et ce qui fait que globalement, la surcouche est plutôt... elle est bien optimisée déjà, donc ça a toujours été la force de OnePlus. Vous avez aussi la possibilité de changer par les gestes, par le côté Google. D'ailleurs, un côté Google un petit peu différent, ils l'ont fait un petit peu différemment, mais ça marche toujours aussi bien et c'est cool d'avoir le choix entre les gestes de OnePlus, les gestes de Google ou les touches de navigation. Donc ça, c'est toujours bon à prendre. Mais globalement, c'est déjà un petit peu plus... Enfin, je préfère un petit peu plus la solution actuelle avec Android 9 sur OxygenOS, qui a amélioré des petites choses que j'ai trouvé un peu moins bien. Et aujourd'hui, globalement, c'est quand même beaucoup plus agréable, c'est fluide, donc il n'y a pas de souci. J'ai pas noté de gros problèmes de fluidité ou quoi que ce soit, ça a toujours été la force. Là, j'en ai vu une, mais c'est extrêmement rare. Mais ce qui fait que globalement, c'est super fluide, c'est très bien optimisé, c'est toujours très bien suivi chez OnePlus. Et voilà, tout simplement. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. C'est simple, c'est efficace, c'est un peu mieux qu'Android pur, car c'est un petit peu... Il y a un petit peu plus d'options et c'est ça qui est agréable, sans en faire des tonnes comme certaines surcouches. Donc, ce qui fait que c'est un petit peu le juste milieu entre le Google qui est trop basique et les grosses surcouches. Là, vous avez quand même un design qui reste assez simpliste, à la Google, donc assez matériel, et qui reste assez léger, tout en ayant quelques options supplémentaires, sans en faire trop. Et ce qui fait que c'est agréable. Donc c'est déjà beaucoup mieux là-dessus, c'est quelque chose que j'avais déjà noté sur OnePlus 6, mais ici, il y a un côté un peu plus design que je veux appuyer pour ce test, ce qui fait que c'est un petit peu plus agréable à utiliser au quotidien. Au niveau de l'écran, on est sur un écran de 6.4 pouces en 19/9. Il est AMOLED et en Full HD, donc ce qui fait que c'est quelque chose de classique, on n'a pas réellement de changement par rapport au OnePlus 6. On a toujours ce petit problème de teinte entre le châssis
et l'écran lui-même, donc c'est un petit peu dommage pour l'intégration. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a toujours beaucoup de choix entre, donc par défaut, donc ce qui est proposé par OnePlus, le sRGB pour avoir un côté ou le DCP3 pour avoir un côté plus réaliste au niveau des couleurs, le plus proche du naturel, le mode adaptatif qui va s'adapter et proposer le meilleur mode selon l'environnement, selon ce que va capter le téléphone, ou sinon vous pouvez choisir de régler vous-même la température de couleur. Donc ça, c'est la petite chose. Personnellement, je le laisse en sRGB. Ce qui fait qu'après, en termes de luminosité, donc au minimum, on va pas voir grand chose, donc ça va être très bien pour le soir, et au maximum, il est plutôt bien lumineux. Donc ça, c'est ce qui fait que c'est une bonne chose, et déjà, là-dessus, pas de souci. Bien évidemment, avec la AMOLED, au niveau des angles de vision, il n'y a pas de souci, on est toujours sur du très bon, donc ça, pas grand chose à dire de plus. Vous avez la possibilité aussi de cacher l'encoche, mais forcément, comme l'écran n'est pas de la même teinte, eh bien, forcément, ça ressortira plus ou moins facilement selon le reflet, selon la lumière qu'il y aura sur l'écran. Donc ça, c'est un peu dommage, et c'est pour ça que je n'aime toujours pas ce type de choses. Néanmoins, on peut la cacher, c'est toujours ça de prix, mais ça se voit quand même. Donc ça, c'est l'autre petite chose. Dernière chose que je vais montrer dans la partie surcouche, vous avez la possibilité d'avoir un mode nocturne, donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir gérer donc un côté plus ou moins alors du jaune jusqu'au rouge pour justement que vos yeux se reposent le soir, et vous avez un mode lecture, donc là pour reposer au maximum le côté justement vos yeux avec un écran en noir et blanc, donc ce qui fait que ça va être beaucoup moins agressif. Ce qui fait que ça va être agréable dans les deux cas, et surtout ce qui est bien et que je tiens toujours à mettre en avant avec BBK, c'est qu'ils font très attention pour le côté lumière bleue, parce que si on met à fond comme les Huawei par exemple, les Huawei ont tendance à aller vraiment vers du jaune, mais du jaune trop intense, ce qui fait que c'est très désagréable et c'est presque agressif. Alors que chez Oppo, et ça a toujours été, le truc c'est que quand on met justement, qu'on va aller à fond, qu'on va avoir quelque chose de vraiment intense, il aura plus tendance aussi à enlever du vert pour avoir un côté beaucoup plus rouge, et ce qui fait que c'est beaucoup plus agréable quand vous le mettez vraiment à fond, et surtout tard le soir par exemple, eh bien ça ne va pas piquer les yeux comme un jaune vif que vous pouvez avoir sur le Huawei, parce que c'est pas le bon réglage. Ça, c'est beaucoup mieux, et on sent qu'il y a une meilleure maîtrise de ce point de vue-là. Ils ont fait attention à ce que l'œil ne se sente pas agressé par un jaune trop vif, qui va être au contraire, alors je sais pas si c'est forcément plus fatigant, mais en tout cas pour moi ça l'est, ce qui fait que c'est désagréable, alors que ce côté un peu plus rougeâtre est beaucoup plus efficace. Pour la partie sonore, on n'est toujours pas sur du dual speaker, donc ce qui fait qu'on est toujours sur un seul haut-parleur qui est plutôt correct. Les basses sont plutôt présentes d'ailleurs, on l'entend plutôt bien et c'est quand même assez agréable. Donc il y a une amélioration au niveau du haut-parleur. Aussi au niveau de l'audio elle-même, il y a eu quand même de l'amélioration, puisque en tout cas je ne l'avais pas vu sur le OnePlus 6, mais aujourd'hui vous avez pour le son, vous avez un TFA 98XX qui est présent et qui va permettre d'avoir un meilleur son. Alors c'est pas non plus incroyable, mais c'est quand même présent. Donc déjà c'est une première chose, et c'est quelque chose qu'on retrouve par exemple sur le Nokia 7 Plus, qui va amplifier le son et qui va l'améliorer un peu. Alors c'est quand même mieux parce que le Nokia 7 Plus lui avait un Snapdragon 660, il était aussi présent d'ailleurs sur le Zenfone 5Z avec un 845, ce qui fait que c'était plutôt pas mal. Ici, le traitement, alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez pas besoin d'un adaptateur type ce que j'ai en test actuellement ici, donc avec un DAC intégré, mais juste un adaptateur simple, c'est-à-dire il n'y a pas de DAC dedans. C'est-à-dire le DAC se situe bien dans le téléphone, donc vous n'avez pas besoin d'un adaptateur qui coûte cher si vous avez besoin de le remplacer. Par contre, le son en lui-même, on sent que c'est pas encore très bien maîtrisé. Il y a quand même une bonne amélioration, mais ce n'est pas encore ça. En effet, le fait qu'on ait maintenant l'amplificateur, on passe plus par l'ampli qui est donné par Qualcomm, qui lui n'est pas encore assez performant pour être vraiment intéressant. Et pour le coup, ces amplis-là ne coûtent pas cher et sont sympathiques. Ce qui fait que le son lui-même, le plus gros souci que j'ai, c'est surtout que, en fait, vous avez un petit égaliseur qui est présent. Donc vous avez l'égaliseur de base en fait, et vous avez quelques petites choses ici. Donc l'amélioration audio, vous pouvez faire ici amélioration audio et avoir l'audio amélioré, la qualité audio améliorée.
donc, que l'on peut voir ici, ce qui fait que ça va quand même déjà améliorer le son. Donc on a l'impression de passer par le DAC justement, par l'amplificateur. Après, vous avez des sons qui sont pré-réglés, qui sont apparemment, en tout cas, de ce que m'a dit Vito, sont plutôt bien réglés selon les écouteurs. Là, j'ai pas encore testé, mais il m'a prêté les écouteurs, les OnePlus Type C. Donc, ce qui fait que vous aurez un retour à la fin de cette séquence, spécifiquement pour les OnePlus Type C et le retour par rapport à l'égaliseur. Ce que j'ai remarqué tout de suite, c'est qu'au niveau du son, on n'est pas sur quelque chose qui essaie d'aller chercher la qualité, la neutralité. On sent clairement qu'il y a une dominance des basses, et les CCA16 étant assez neutres là-dessus, bah, ils y reprennent vachement de basses par rapport à ce qui est normalement présent dans la musique, et ce qui fait qu'on sent très clairement une dominance de basse, mais quelque chose qui est quand même assez lent. On sent réellement qu'on est sur un amplificateur assez basique, et avec aussi des aigus un peu relevés, ce qui fait qu'on a des médiums, donc on a une signature en V déjà de base, avec le téléphone. Si vous le couplez avec un téléphone, enfin avec des écouteurs qui ont aussi cette signature-là, vous allez avoir des basses encore plus relevées, des aigus encore plus relevés et des médiums qui seront encore plus creusés. Ce qui fait que c'est pas forcément le mieux dans tout ça, et c'est un peu dommage, ce qui fait qu'après, c'est pas extrêmement super terrible au niveau de l'égaliseur, qui est lui assez artificiel, donc pas forcément agréable. Vous avez quand même quelques pré-réglages, mais ce qui fait qu'en termes de son, OnePlus a encore des choses à améliorer, mais c'est sur la bonne voie. Pour la partie photo, on est sur toujours le même capteur de 16 et 20 mégapixels. On est sur exactement la même configuration que proposait le OnePlus 6. Ce qui fait que forcément, il n'y aura pas besoin, et je vous mettrai le lien en description du OnePlus 6 en termes de photos, il y a juste eu des améliorations au niveau de l'algorithme, au niveau du traitement de photos, et surtout l'ajout du mode nuit. Ce qui fait que déjà l'application elle-même n'a pas changé. On a toujours l'accès au mode de façon très facile et très agréable de cette façon-là, avec les 9 modes qui sont présents, enfin les 8 plus les paramètres. Le mode pro qui est toujours présent, le mode nuit qu'on peut aussi accéder en allant sur le côté. Donc ce qui fait que ça nous donne deux choix d'utilisation. Ça fait un petit peu beaucoup, ça fait redondant on va dire, mais au moins il y a des choses qui sont facilement accessibles qu'on va forcément utiliser. Alors que par exemple le mode accéléré, le mode pro, le mode ralenti est moins utilisé, ce qui est normal. Ce qui fait que au niveau de la photo, il y a eu quelques améliorations en soi, mais pas non plus extraordinaires. Et surtout le OnePlus 6, en plus de ça, a droit aux mêmes choses, donc ce qui fait que je ne peux pas le comparer directement, parce que c'est exactement la même chose. Mais c'est toujours là, le mode portrait est toujours correct, et tout ça, de toute façon, vous avez juste à regarder l'album du OnePlus 6. La plupart des photos que j'ai fait, ce sera avec, donc je préfère vous mettre l'album du OnePlus 6. Mais c'est surtout l'arrivée du mode nuit qui fait un peu la différence. En effet, le mode nuit va permettre d'améliorer les photos, et vous allez pouvoir le voir normalement dans dans l'album photo, mais pour ça il faut des conditions assez basses. On va voir surtout qu'en fait l'intérêt de ce mode photo, de ce mode nuit, c'est surtout d'avoir une photo plus fine, un peu plus détaillée, puisqu'il va faire pendant 3 secondes, donc le même système que Google, pour coupler toutes les photos qu'il aura pris et avoir cherché toutes les informations. Donc ça reste plus fin et plus agréable la nuit, parce que c'était quand même un défaut assez important, et on va gagner un peu en luminosité, mais l'appareil photo en lui-même, globalement, reste sur les mêmes problèmes que j'avais retrouvé aussi sur l'Oppo RX17 Pro, et bien évidemment l'Oppo R15 Pro. Donc ce qui fait qu'on a un appareil photo qui est décent et qui conviendra à la plupart des gens. Ça c'est quand même une chose qu'il faut bien garder en compte, c'est que la critique qui va être faite sur la partie photo, c'est la critique que vous connaissez de mon côté. Je suis toujours quelqu'un qui casse les couilles avec la partie photo et qui cherche vraiment à avoir la meilleure qualité, et c'est normal. Après, par exemple, si je compare au Meizu 16e, clairement il fait globalement pas le poids. C'est assez rare qu'ils prennent les devants, parce que en fait il y a plusieurs choses qui me dérangent sur la partie photo. Déjà il y a sur certaines photos, quand j'ai voulu faire des photos qui comparent plusieurs appareils en même temps, vu qu'un comparatif est prévu et qui me permet un petit peu de donner le ton et de savoir où on est les 5 appareils pour la partie photo, il y a une première chose déjà, c'est qu'il aura tendance, et je pense c'est pour récupérer un maximum de détails, dans certaines situations, il aura tendance à sous-exposer. Ce qui fait que par exemple, pour la photo du DxO One, enfin j'en ai fait plusieurs, mais il y avait une photo du DxO One, donc bizarrement, elle était vraiment beaucoup plus sous-exposée que les autres appareils, et je n'explique pas pourquoi. Il a fallu vraiment que je fasse la mise au point sur, bien évidemment, la partie noire du DxO, pour avoir quelque chose qui ressort beaucoup mieux en termes de luminosité. Mais c'est quelque chose qui est ressorti assez souvent sur les photos, c'est que j'ai 4 appareils où on a à peu près la même exposition, sauf le OnePlus qui a tendance à mettre un peu moins exposé, et ce qui fait qu'il fait vraiment globalement sous-exposé.
Donc c'est des petites choses comme ça. Mais après, on connaît OnePlus et on sait que c'est pas vraiment leur point fort, la partie photo. Mais je pense aussi que le capteur photo en lui-même est de toute façon déjà assez limité. Je ne pense pas que ce soit du haut de gamme, plutôt du milieu de gamme. Ce qui fait que, bah, en fait, on va le voir au fur et à mesure. Ce qui fait que la qualité globale des photos est plutôt bonne. Mais quand vous allez voir vraiment chercher à faire de très bonnes photos ou à comparer à la concurrence, bah on sent qu'il y a quand même un peu de retard. Et malgré le fait qu'il ait du 16 mégapixels, même en plein jour, il aura du mal à aller chercher ces 4 mégapixels supplémentaires. Ça peut se faire la différence en plein jour, autant la nuit, ça n'aura pas trop d'intérêt. Mais par exemple, sur certains 20 mégapixels, on peut voir beaucoup plus de détails, alors que c'est un capteur qui est beaucoup moins performant au départ. Mais comme on est en plein jour, il va aller chercher, vu qu'il a plus de petits pixels, il va pouvoir aller chercher plus de petites informations que ne peut pas faire un 12 mégapixels. Bah ici, on a vraiment l'impression d'avoir la même qualité qu'un 12 mégapixels et c'est vraiment dommage. Ce qui est vraiment dommage, c'est de ne pas avoir fait comme ce qu'a proposé Honor avec les Honor 8, Honor 9, etc. C'est-à-dire d'utiliser tout simplement les deux capteurs pour coupler à faire une photo en fait tout simplement avec les deux capteurs. Le deuxième capteur, en tout cas, toujours, et ça a toujours été dénoncé, était utile uniquement en mode portrait. Ce que je trouve dommage, parce que clairement, avec le deuxième capteur de 20 mégapixels, il y a moyen de récupérer pas mal de petites informations supplémentaires, des micro-détails justement, des contrastes, etc., pour pouvoir récupérer la meilleure photo possible. Et c'est vrai que, alors, les Honor n'ont jamais été non plus extraordinaires en termes de photos, mais quand vous testiez avec les deux objectifs, il y avait une réelle différence. Quand vous en cachez un, on perdait vraiment en termes de détails, surtout dans des moments, dans des endroits où il y avait un peu moins de luminosité. Donc ça avait vraiment l'intérêt. Ici, c'est malheureusement pas utilisé, ce n'est pas exploité, et ce qui fait que ça s'en ressent. Donc après, le traitement est plutôt bon, et les couleurs sont plutôt justes. Mais globalement, c'est toujours un petit peu sous-exposé par rapport à la concurrence. Ça n'équivaut pas en termes de détail à la concurrence, et le mode nuit permet juste de pallier au problème de l'appareil photo en lui-même. Il permet juste de récupérer un peu plus de netteté et avoir un détourage de chaque détail un petit peu mieux, mais globalement, ce n'est pas non plus incroyable, et ce qui fait que c'est globalement bien pour la plupart des gens et globalement il est très correct, mais il est clairement pas à la hauteur par rapport à beaucoup de smartphones qui ont de meilleurs capteurs, c'est clair et net. Voilà un petit peu. Par contre, ce qui a toujours fait la réputation des OnePlus, ça n'a jamais été l'appareil photo, mais, enfin si, mais sur la partie vidéo. La partie vidéo, on le sait, vous avez, et ça a déjà été montré, j'avais eu d'ailleurs la chance d'avoir la bonne mise à jour pour le OnePlus 6, de la vidéo 4K 60 fps, et ça c'est pas mal, stabilisé. Et ce qui fait que réellement, on va avoir des vidéos qui sont très jolies parce que déjà elles sont bien stabilisées, que ce soit en 30 ou 60 fps en 4K, parce qu'elles sont stabilisées de façon électronique, mais elles sont très bien stabilisées. Et la gestion numérique de la stabilisation des OnePlus est vraiment excellente. Elle équivaut à ce que propose Google et même quelque chose d'un petit peu plus naturel de souvenir. Parce que pour le coup, en fait, je suis en train de tourner le truc parce que la plupart des choses, c'est le OnePlus 6. Hein. Et ce qui fait que c'est vraiment bien. Après, de toute façon, vous aurez quand même une vidéo avec celui-là que vous aurez dans l'album et que vous pourrez regarder. Mais voilà, OnePlus en termes de stabilisation numérique, sur la vidéo, ça a toujours été excellent. Et ce qui fait que ça s'explique aussi parce qu'il tourne en fait en un peu plus que de la 4K et ce qui va lui permettre de cropper en fait ces pixels supplémentaires pour sortir de la vraie 4K, mais stabilisé. Voilà un petit peu l'idée, et ce qui fait que là-dessus, OnePlus est indétrônable, et ils ont beaucoup plus d'expérience sur ce point de vue-là. Donc, ce qui fait que forcément, bon, le résultat est un peu mitigé. Je le savais très bien, et ça reste une version améliorée, mais le OnePlus, lui, n'est pas là pour... Comment dire, il ne remplace pas le OnePlus pour faire beaucoup mieux partout, mais il corrige la plupart des défauts. C'est une version améliorée. Et sur la partie photo, la seule chose qu'ils ont pu faire, c'est quelques améliorations logicielles, parce que ils les ont pas changées. Donc, en soi, ça ne change pas fondamentalement. Le OnePlus 6 sera la même chose, donc pour ceux qui ont un OnePlus 6, ça ne change rien. Mais le mode nuit est en tout cas là pour pallier les défauts du capteur et le pallier plutôt bien. L'algorithme est plutôt bien géré globalement, mais voilà, c'est vivement quand même un petit OnePlus 7 ou les OnePlus qui vont arriver en espérant qu'ils auront de bien meilleurs capteurs et que cette fois-ci Oppo choisit de bons capteurs. Quand je dis bon, des capteurs équivalents à la concurrence, mais ça reste à voir. Pour la partie autonomie, il y a eu de l'amélioration. En effet, en supprimant la prise jack, ils ont pu mettre, en tout cas c'est ce qu'ils disent, une batterie de 3700 mAh, ce qui fait que c'est quand même 400 mAh de plus que le OnePlus 6, ce n'est pas rien.
De plus, quand j'ai eu le OnePlus 6, en tout cas, c'est ce que je pense, l'autonomie que j'avais avec était assez médiocre, puisque je faisais à peine 5 heures. C'était vraiment pas terrible, mais je crois que je l'ai eu quand il y avait des mises à jour qui étaient assez mauvaises. Et le problème de chez OnePlus, c'est que bah, souvent les mises à jour étaient un peu en yo-yo en termes d'autonomie. Là, pour l'instant, j'ai pas eu de retour de ce type pour le OnePlus 6T avec Android 9. Alors, est-ce que c'est Android 9? Est-ce que ça a été mieux travaillé? Est-ce que les mises à jour sont mieux gérées là-dessus? Je ne sais pas. Néanmoins, l'autonomie sur ce téléphone fait enfin quelque chose d'intéressant. Dans le sens où, bah, moi, pour l'instant, je n'avais pas du tout été impressionné par, justement, cette partie-là. Donc, ce qui fait que c'est une bonne chose. Et on est maintenant sur du, je dirais, à peu près, j'ai plus les screens là, mais j'ai fait des bonnes choses. J'ai fait, en fait, du 7-8 heures écran allumé, facilement, sachant que c'était en 4G et que la plupart de mes autonomies sont de toute façon en 4G. Donc ce qui fait qu'il est vraiment endurant, et ça c'est une très bonne chose. On a enfin une autonomie digne de ce nom, et c'est ce qu'on attendait de ce OnePlus et des OnePlus, en tout cas par rapport aux tests qui sortaient. Mais malheureusement, bah, ça a mis du temps. Enfin, on a un téléphone qui semble en plus de ça stable en termes d'autonomie, et ça c'est une bonne chose. La veille est plutôt bien gérée, et là aussi c'est une bonne chose. Donc, ce qui fait que vraiment, il y a une bonne amélioration. Les 700 mAh, les 400 mAh de plus ne sont pas là pour rien et créent clairement une différence. Mais je pense aussi qu'il y a une bien meilleure gestion logicielle et qu'enfin, on a ce qu'on a déjà à la sortie et que quelques temps après, puisque je l'ai quelques temps après, il tient toujours cette autonomie. Et ça, c'est une bonne chose et c'est agréable. On a toujours de la dash charge qui va permettre de recharger le téléphone en moins d'une heure et demie. Donc ça, pas de changement et c'est toujours basé sur la technologie de chez Oppo. Donc ce qui fait que c'est très rapide dès le départ. Après, ça ralentit forcément. On n'a pas encore la version du côté de chez Oppo avec la SuperVOOC. On n'a que la Warp Charge pour l'édition McLaren qui va le recharger un peu plus vite. Normalement, on sait 70% 30 minutes, si je ne dis pas de bêtises, ou 60%, j'ai plus en tête exactement. Néanmoins, cette édition de McLaren intègre ça en plus, si vous voulez vous faire plaisir en termes de recharge rapide. Donc ce qui fait que c'est toujours ça de prix, et c'est ce qui aussi tranche un petit peu avec le Oppo RX7 Pro, qui lui a droit à la SuperVOOC. Donc après, ça recharge rapidement, c'est un peu plus comme les autres smartphones, ce n'est pas équivalent au Oppo Find X, c'est un petit peu dommage certes, mais on ne peut pas tout avoir. Au niveau des scores Geekbench, on est forcément sur un score que l'on connaît puisque c'est un Snapdragon 845 avec 8 Go de RAM, donc ce qui fait qu'on fait un score de 2400 et 8987, donc ce qui fait que c'est tout à fait les scores qu'on est en droit d'attendre pour un Snapdragon 845 avec forcément un Geekbench pas à jour au niveau des scores, donc c'est toujours très sympathique de pouvoir comparer, mais clairement on est équivalent à ceux qui ont tendance à mettre le plus de scores possible sur Geekbench, donc déjà c'est une bonne chose. J'articule très mal. Pour continuer directement sur Simple Floating Test, eh bien, on est aussi sur un score qui est plutôt pas mal, mais lui qui, par exemple, par rapport au Meizu 16e ou récemment le Huawei, enfin le Honor V20 plutôt, eh bien, il aura tendance quand même à perdre un petit peu en termes de performance et à descendre à 83% de ses performances maximum. On peut le voir, ça descend et ça descend de façon assez, comme vous pouvez le voir, c'est une pente descendante assez douce, mais ça descend quand même au fur et à mesure et ça ne semble pas s'arrêter. Donc ce qui fait que en termes de stabilité, bah, il en manque un peu et le Zenfone 5Z ou le Meizu 16e ou le Honor V20 que je n'ai en tête, mais j'en ai forcément d'autres, mais je ne sais plus lesquels, eh bien sachez qu'il maîtrise un peu mieux les performances. Ici, je pense qu'il y a aussi une gestion de la consommation qui doit être peut-être un peu plus agressive et qui expliquerait en tout cas ce côté un petit peu plus agressif aussi sur le throttling, donc le fait que le CPU ne soit plus à sa cadence maximum. Pour enchaîner directement, hop, on est des fous, avec la partie GFX Bench, on peut voir qu'au niveau des scores, on est à 3284, donc logique pour un Snapdragon 845, un Adreno 630. Donc, ce qui fait que par contre, ça descend assez vite. On peut voir qu'au bout de 10 minutes, il va descendre à 3000. Donc, ça fait une chute qui semble en tout cas vertigineuse, mais il reste assez correct en termes de performance, puisqu'il va rester à 2950. Et bonjour le chat qui veut faire des câlins au OnePlus. Oui, toi aussi tu l'aimes, je le sais. C'est toi qui m'as décidé pour le tester. Hein? Ça va, t'envahis pas trop mon espace? Non, ça va, tranquille? Bah oui. Non, mais je suis en train de bosser le chat. Tu le sais, ça.
Alors, donc, ce qui fait qu'on peut voir qu'après, ça se stabilise quand on est à 2950. Donc, ce qui fait que c'est plutôt très correct comme score, c'est même plutôt bon. Donc là-dessus, j'ai pas vraiment de choses négatives à dire dessus. C'est plutôt bien, ce qui fait qu'en termes de performance, on ne sera pas limité, comme un certain Mi 8 qui lui se limite à 2000. Alors peut-être que ça a changé depuis, mais en tout cas, à la sortie, ce n'était pas le cas. Je vous fais profiter des poils de mon chat, hein, c'est gratuit. Ce qui fait que aussi en termes d'autonomie, forcément avec un tel score, qu'est-ce qui se passe? L'autonomie est en chute libre. Et seul le Meizu 16e arrive à avoir une autonomie absolument incroyable, et je ne l'explique toujours pas sur ce test-là, puisqu'il arrivait à faire un score de plus de 200, et c'était l'un des rares, mais il ressemble beaucoup à ce que propose le Zenfone 5Z en termes d'autonomie par rapport aux performances. En effet, on a une autonomie qui, elle, est en chute libre avec 144 minutes. Ce qui fait que, malheureusement, pour ceux qui veulent une grosse autonomie, vous devrez repasser. Ce qui fait que ça ne change pas vraiment du OnePlus 6 en termes de score, puisqu'on était sur des scores à peu près similaires, même si ça a été un petit peu amélioré. On est passé de 2700 ou 2800 à 2930. Oui, le chat, je t'aime bien, tu as besoin de câlin, et on va regarder ça après. Mais là, je suis en train de tourner ma vidéo. Et ce qui fait que, on est dans les très bons scores, donc pas grand chose à dire. Et on va voir ça tout de suite en jeu. Donc on fait bien sûr un PUBG que j'ai mis aussi bien évidemment en ultra et HDR, et forcément les performances sont au top. Ça c'est quelque chose que l'on ne pouvait pas, ici, si j'arrive à sauter, que l'on ne pouvait pas vraiment, il n'y avait pas vraiment de doute là-dessus. Ce qui fait qu'on va voir, on va essayer de trouver un petit affrontement, ce serait très très bien pour terminer cette petite partie gaming. Allez s'il te plaît. S'il te plaît. Mais ce qui fait que, forcément, avec un Adreno 630, il n'y a pas vraiment de risque qu'on ait des problèmes de jeu, en tout cas pas actuellement. Bien évidemment, dans 3 ans, ça va être beaucoup plus compliqué de faire tourner un jeu aussi décemment. Bon, en tout cas, sur les prochains qui vont arriver, si ça va débarquer. Mais néanmoins, on peut pas vraiment dire que les performances du OnePlus soient vraiment mauvaises. Ce qui est bien, c'est qu'il ne les bride pas non plus. Ce qui fait que si on a vraiment besoin, eh bien, vous les aurez. Vous n'aurez pas besoin d'activer un mode performance spécifique. Après, bon. Le truc, c'est que c'est forcément l'autonomie qui en pâtit derrière. Après, c'est pour avoir la meilleure expérience. Et forcément, si vous achetez un smartphone avec un Snapdragon 845, c'est bien que vous profitez des Snapdragon 845 au maximum. Et pas pour avoir une version bridée ou un Snapdragon 660 fait pareil. Bon, même si c'est pas réellement le cas. Mais bon, c'est quelque chose qui est compréhensible. Je ne sais absolument pas où je vais. Et en tout cas, je ne vois personne. Ce qui est très très chiant dans une partie où on explique des choses. Parce que forcément, si on veut parler, c'est compliqué. Si on veut montrer un fight, c'est compliqué. On va essayer de ramener les gens. Néanmoins, forcément, ce OnePlus ne sera pas un souci. Là. Plus de ça, là. Le tactile est plutôt bon, donc forcément, on va pas vraiment... En tout cas, pour ceux qui se plaignent du tactile, j'ai pas vraiment de soucis. Après, ce qui serait bien, c'est plus des soucis de gens qui ne sont pas là pour se battre. Ils ne veulent pas se battre pour leur patrie ou pour leur survie. Ils veulent fuir. Mais moi, je ne veux pas fuir. Je vais mourir. Bref, je sais pas comment combler cette vidéo. C'est chiant. Et mon casque qui décide de me rejoindre m'aider. Mais mon casque, tu ne peux pas m'aider. Après, forcément, il chauffe un petit peu. Hein. On est sur un Adreno 630. Ce qui est tout à fait logique. Et là, ça commence à chauffer vraiment sur le tout haut du téléphone. Moi, ça commence à me chauffer de trouver personne. S'il vous plaît, messieurs. Eh bien, écoutez, ce qu'on va faire. Ah oui, d'accord. Alors, si je me mets en mode pilote, c'est quand même mieux, même si c'est un petit peu ce que je pensais avoir pris. Mais je ne comprends pas. Tu peux me proposer d'entrer, s'il te plaît? Ah, voilà. Alors on va voir, mais bon, vous voyez, les performances sont tout à fait dignes. Même en voiture, il n'y a aucun ralentissement. Il arrive quand même à faire apparaître correctement tous les décors. Par contre, vous voyez, l'haut-parleur ici, il bloque un peu. Bon, là, c'est plutôt bien pour pas trop gêner ma voix, mais ce qui fait que c'est pas forcément agréable en jeu de devoir faire attention comme cela à forcément ce qu'on fait. Bon, on va se jeter dans le vide. Hein. Je sais pas trop où je vais, mais j'y vais.
Je vais essayer une cascade et puis après on passera à la conclusion, tout simplement, puisqu'il n'y a rien à taper par ici. On va voir la physique de ce jeu, comment elle est, parce que je vous avoue que sur tous les trucs que j'ai fait, eh ben, c'est un peu pourri. Wouhou! Voilà, c'était la cascade, celle que Fast and Furious m'envie. Bref, on passe à la conclusion suite à cette belle petite noyade. Alors, que penser un peu de ce OnePlus 6T? Eh bien, comme je l'ai dit tout le long du test, on sent réellement que c'est une amélioration du OnePlus 6. Mais c'est une amélioration qui reste assez notable en effet. Les plusieurs améliorations qui ont été apportées au téléphone changent réellement l'expérience utilisateur. Ceux qui ont un OnePlus 6, ça sert à rien de changer, c'est clairement pas le truc. Mais clairement, pour ceux qui doutaient un peu du OnePlus 6 pour certaines raisons, eh bien vous douterez moins. La chose, et on va passer d'abord sur les négatifs, la chose qui n'a pas changé, c'est la partie photo. Sachant qu'en plus de ça, les mises à jour du OnePlus 6T sont aussi sur le OnePlus 6, clairement vous n'aurez aucun changement. C'est exactement la même chose. Vous avez les algorithmes qui ont été un peu améliorés, notamment le mode nuit qui est présent, mais fondamentalement, c'est le même appareil photo avec les mêmes limites que l'on avait sur le OnePlus 6. Ça, c'est une première chose. Aussi, toujours dans le négatif, la disparition du jack. Alors, je ne sais pas si c'est réellement le cas et si réellement ils avaient cette non-possibilité en fait. Enfin, est-ce que c'était un réel compromis avec la batterie? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait un réel problème par rapport à ça? Néanmoins, ce sont, et je tiens quand même à le souligner, malgré que je ne l'ai pas forcément dit dans la partie audio, mais ce sont bien le sondage dans la partie communauté des forums OnePlus qui ont dit que le jack, pour la plupart en tout cas, ils ne l'utilisent pas. Même si effectivement le CEO, j'ai pas envie de dire de conneries, donc le CEO de chez OnePlus avait fait un sondage sur Twitter, c'était à titre purement informatif de la communauté globale, ceux qui n'utilisent pas de OnePlus. Là, ici, c'était vraiment la communauté de OnePlus, la communauté active, qui a voté, et ça me gratte, qui a voté et qui a dit, bah écoutez, nous on s'en fout un peu du jack, pour la plupart. Donc ce qui fait que ils se sont dit, écoutez, à ce moment-là, ils ont bien enlevé la jack, parce que vu que la plupart ne l'utilisent pas dans leurs utilisateurs, pourquoi la garder? Alors, ça se défend un peu, mais bon, le jack en soi n'est pas réellement mort. Après, le truc, c'est ce qu'ils ont fait, ils l'ont juste déplacé dans un adaptateur, donc ça fait un peu plus simplifié. Est-ce que ça a réellement aidé pour la batterie de 3700 mAh? Et ça me regrette, je ne sais pas. Néanmoins, la batterie de cette 3700 mAh, elle aussi, avec l'optimisation logicielle qui va avec, et qui cette fois-ci reste bien stable pour l'instant en tout cas, l'autonomie est vraiment bonne. En effet, on a réellement une autonomie qu'on attendait et qui reste telle qu'elle est, c'est-à-dire 8 heures écran allumé à peu près, en tout cas en 4G, ce qui fait que ça fait une très grosse autonomie et c'est vraiment agréable au quotidien d'avoir une grosse autonomie et de ne pas vraiment se poser la question de l'utilisation du téléphone, ce qui fait que oui, les 7-8 heures écran allumé, c'est vraiment pas mal et ça change radicalement des 5 heures moyens du OnePlus 6 qui compterait le Mi 8 avec les 3300 mAh, donc moins de batterie, mais qui était un peu plus bridé, donc lui permettait d'arriver facilement 7h, 7h30 et écran allumé. Donc là on fait à peu près la même chose, voire un petit peu mieux. Peut-être que des mises à jour sur le Mi 8 on l'a amélioré, néanmoins c'est amélioré et c'est une bonne chose. La dernière chose qui a été améliorée, alors l'avant-dernière plutôt, c'est l'encoche qui cette fois-ci est passé en goutte d'eau. Je n'apprécie toujours pas les encoches et je les apprécierai sûrement jamais. Je préfère d'ailleurs, quitte à avoir quelque chose qui perturbe un peu l'écran, le mode poinçon qui est proposé par le Norview 20. Néanmoins, pour la technologie AMOLED, ce n'est pas possible d'avoir cette fonction-là, puisque Samsung se garde le droit d'utiliser ce système. Ce qui fait que vous ne l'aurez pas, en tout cas pas pour l'instant. Donc, ce qui fait qu'on a une encoche goutte d'eau qui est quand même beaucoup plus design et qui est quand même plus agréable. Et ça, c'est une excellente chose. Néanmoins, il y a encore quelques petites choses à faire au niveau des notifications pour en ajouter plus, mais ça, c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus subjectif, mais je pense qu'on peut en ajouter. Elle reste tout de même beaucoup plus design, et forcément, le fait que ce soit beaucoup plus design que l'encoche de OnePlus 6, qui était vraiment pas terrible en termes de design, et la seule que je trouvais assez agréable et qui était grosse, c'était celle du Zenfone 5Z, l'encoche de goutte d'eau est aujourd'hui la plus design à mon sens, parce qu'elle est la plus discrète et la mieux intégrée, et elle est bien réfléchie en termes de courbure, ce qui fait que ça la rend plutôt jolie en elle-même. Même si, ça casse quand même l'écran, ce côté carré, ça ne le fait pas. On a aussi un espace plus optimisé, mais ça se voit un petit peu moins. Par contre, la chose que je trouve très agréable aussi, et qu'on a sur les lecteurs, sur les écrans AMOLED uniquement, ce qui fait que le Norview 20 ne l'a pas,
c'est le lecteur d'empreintes sous l'écran. Et le lecteur d'empreintes sous l'écran, bah moi maintenant que j'ai eu 3 smartphones avec, bah, je vous avoue que j'apprécie énormément. En effet, ça change réellement l'expérience utilisateur, déjà parce que visuellement, en termes de design, vous avez plus ce lecteur d'empreintes au dos qui pouvait casser un petit peu le design, ce qui fait que pour ceux qui aiment un design un petit peu plus discret, c'est plutôt efficace et c'est plutôt, bah, c'est beaucoup plus joli. Mais en plus de ça, il est plus discret, mais naturellement, il vient se poser à un endroit, ce qui fait qu'on prend vite la main. Au départ, je me suis vraiment posé la question, notamment avec le Meizu 16e, donc c'est le premier que j'avais de ce type-là, mais aussi avec l'Oppo RX17 qui le mettait un petit peu différemment. Mais en fait, c'est très naturel, et ce qui fait qu'il reste assez réactif. Alors certes, on n'est pas sur la même chose que ce que propose un lecteur d'empreintes de base, mais on a une réelle amélioration sur l'expérience utilisateur, et c'est ce que cherche pour le coup OnePlus, et ils sont décidés à passer sur ce lecteur d'empreintes sous l'écran, à vraiment l'intégrer parce que l'expérience utilisateur est réellement changée. On a toujours la reconnaissance faciale qui est présente, mais le lecteur d'empreintes sous l'écran est vraiment efficace, il est agréable, même si selon certains, en fait, et je pense que c'est plus un problème visuel, parce que le visuel, c'est un côté psychologique pour ceux qui trouvent le lecteur d'empreintes lent, mais il n'est pas si lent que ça, il est même plutôt réactif, et même avec un film de protection. Si vous changez de film de protection, il faut par contre bien refaire les empreintes pour qu'ils prennent bien en compte les déformations faites par le film de protection. Chose qui m'a été dit par Vito, donc c'est toujours bien de le préciser ici aussi. Donc ce qui fait que c'est vraiment un smartphone qui en soi a eu des améliorations qui changent l'expérience utilisateur par rapport au OnePlus 6. Et je me pose la question de savoir si c'est pas celui qui change le plus l'expérience utilisateur pour une version qui est juste améliorée. Le OnePlus 5T a changé pas réellement grand chose par rapport au OnePlus 5 et même était un petit peu moins bien puisque le bouton de lecteur d'empreintes qui était devant pour le OnePlus 5 disparaît et se met à l'arrière, et ce qui fait que les petites choses sympathiques qui étaient possibles de faire avec un seul bouton, ce n'était plus possible. Ici on a une amélioration de l'expérience utilisateur, une amélioration du design, une amélioration de l'autonomie, donc tout est positif. Maintenant, ce qu'il faut, c'est un OnePlus qui soit un peu mieux, surtout sur la photo, avec des bons capteurs de ce point de vue-là. Ça va être la première chose. Une partie audio, et ça c'est un plus personnel, qui soit un peu plus maîtrisée, parce que la concurrence la maîtrise beaucoup mieux, même à ce prix-là. Donc ce qui fait que c'est une deuxième chose qui est réellement améliorée. Mais globalement, le smartphone est quand même beaucoup plus agréable, et j'ai beaucoup plus apprécié l'utiliser, alors que le OnePlus 6, c'était quelque chose que je trouvais très lambda, très moyen, très neutre, en fait, très banal. Celui-là a quelque chose en plus, le fait d'avoir le lecteur d'empreintes, déjà, ça joue indéniablement sur ma vision des choses, mais aussi la goutte d'eau aussi qui est beaucoup plus design. C'est déjà deux choses qui, personnellement, a changé un peu mon point de vue par rapport à ça. Donc ce qui fait que même si on perd le jack, globalement, l'expérience est quand même bien meilleure. Donc ce qui fait que je ne peux saluer le travail qui a été fait pour ce OnePlus 6T, et ce qui fait que, clairement, là, il faut beaucoup plus le coup. Donc vraiment, là, c'est une version améliorée, très améliorée du OnePlus 6, et que j'ai réellement apprécié cette fois-ci utiliser, ce qui fait que quand vous avez un duo de smartphones, un combo, le OnePlus 6, en tout cas en termes d'expérience, est vraiment pas mal du tout. J'espère que vous aurez apprécié ce test et sa très très grosse conclusion, puisque pour le coup, c'est un smartphone qui n'a pas forcément beaucoup de choses à dire, mais beaucoup de choses à expliquer. Merci bien évidemment aux tipeurs, merci d'être toujours aussi présent et ça fait plaisir. Je vous affiche comme d'habitude, c'est toujours agréable de m'aider là-dessus, ça fait toujours un peu particulier, c'est pas forcément ce que j'aime, et je le répète, et ça fait toujours bizarre de se répéter dans chaque vidéo, mais c'est bien de le noter. Donc je vous en remercie encore de m'aider, c'est très sympathique de votre part. Merci à tous de regarder les vidéos, n'hésitez pas à partager, liker, commenter comme d'habitude. Et sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain test. Et vous aurez un comparatif qui est prévu pour ce OnePlus 6T, plus aussi une petite vidéo de présentation de la famille BB4, puisque j'ai les 3 smartphones de la famille BB4, même s'il me manque Realme qui malheureusement n'est pas encore là, mais c'est du Oppo en moins cher. Donc ce qui fait que j'ai hâte de vous parler de tout ça, ça va être assez intéressant, et surtout un gros comparatif entre 5 smartphones et une présentation de 3 marques d'un même groupe, c'est toujours intéressant à montrer. Allez, sur ce, à bientôt, on se dit au revoir pour de prochaines vidéos.